très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau décodage que j'ai choisi aujourd'hui d'orienter sur l'aspect transgénérationnel et notamment eh bien, un phénomène que je retrouve très souvent dans les enquêtes transgénérationnelles, ce sont les fantômes familiaux, de manière à comprendre comment leur influence de l'autre côté du voile sont fort impactantes chez les vivants. Parce que le temps n'efface pas la douleur, on le sait. Dans quelle famille il n'y a pas eu à faire face à une mort qui a pu être violente, qui a pu être déchirante, prématurée, ingérable, et que chacun a tenté d'oublier, faisant comme si rien ne s'était passé et mettant au placard cette perte immense, pensant que le temps effacerait peut-être la douleur. Alors, certes, le temps pense bien des blessures et aide à cheminer sur ce voyage qu'est le deuil, mais peut-être c'est beaucoup plus compliqué d'effacer les effets profonds de la perte. Ce qui a été refoulé est là, dans la conscience, agissant dans l'ombre et souvent comme, on pourrait dire, une bombe à retardement. Et en effet, ces morts qui peuvent être des morts exclues, des deuils non faits, des traumatismes refoulés, des drames occultés, vont hanter comme un petit fantôme la conscience familiale, parfois sur plusieurs générations. Donc il arrive de devoir remonter à 7, 8, plus récemment 9 générations, notamment quand les circonstances ont été particulièrement tragiques et dévastatrices. On peut parler, je pense là, à un meurtre, un infanticide, mais aussi des faits de guerre, bien entendu, les dictatures qui peuvent laisser des empreintes et causer des effets indésirables, incompréhensibles et parfois très violents sur plusieurs générations. Et ils vont se manifester sous diverses formes. Je vous en donne quelques exemples. Les maladies physiques ou mentales, par exemple, comme un cancer, un trouble obsessionnel, une schizophrénie. Ce peut être aussi des échecs sentimentaux à répétition. Ce peut être un suicide, un accident, des avortements, des fausses couches, avec une difficulté à la fertilité. Ce peut être aussi des comportements très agités de certains enfants qui vivent dans l'angoisse de la mort et ont du mal à extérioriser peur, colère, peuvent faire des cauchemars aussi terrifiants. Ça peut être un comportement très inhibé, compulsionnel. Il y a aussi dans la voie professionnelle des échecs à pouvoir concrétiser un projet professionnel, aller sur des conditions entrepreneuriales qui mènent à la faillite. Ça peut être aussi des conditions qui sont liées à la survie financière, etc. Et en fait, la personne qui vit de telles perturbations, elle est loin de soupçonner qu'elle est en train de subir les conséquences d'une mort dont ses ancêtres n'ont pu vivre en toute conscience la douleur. Alors, il y a énormément de conséquences sur tous ces aspects-là. Quand je parle de deuil non fait, bien sûr, on va trouver le deuil d'une personne qu'on aimait, le deuil d'un parent, le deuil des illusions, le deuil d'un projet qui n'a pas pu aboutir, etc. Voyez vraiment cette dimension du deuil qui, bien souvent, est nécessaire. Déjà, les premiers deuils qu'on peut faire, c'est l'enfance pour
aller cheminer vers le jeune adulte. Et en soi, ce n'est pas toujours un passage très facile. Alors, il y a les personnes oubliées, il y a les personnes niées qui sont aussi exclues du clan, ce qui le blesse et le désorganise profondément. Et en effet, on verra que les exclusions constituent des trous ou des vides psychiques dans lesquels, bien sûr, le système happe l'attention des descendants. Ils perçoivent qu'il manque quelqu'un sans pouvoir réellement le nommer ou se le représenter, bien entendu. Ce phénomène, on l'appelle donc fantôme transgénérationnel en psychogénéalogie et il est la conséquence d'un traumatisme émotionnel vécu par un ascendant qui n'a pu, lui, accueillir, transformer un événement traumatique qu'il a mis dans un état de confusion, d'insensibilité, d'inconscience. Il peut rester, on dit, ébahi, voyez, dans une dimension où il est paralysé. Et l'émotion l'est aussi. Cette structure psychique est d'autant plus active et puissante que l'histoire est tenue secrète, bien entendu. Les descendants, et particulièrement les enfants, savent qu'un des leurs a été peut-être ignoré, rejeté, caché, et que leur clan est incomplet. Or, pour qu'un système soit en ordre et permette d'aller de l'avant dans la vie, il doit être complet. C'est une des lois fondamentales que Bert Hellinger, qui a conçu les constellations familiales entre autres, a mis en évidence. Toute personne née dans une famille a le même droit d'appartenance, quelle que soit sa condition physique, mentale, politique, religieuse, sociale, qu'elle soit vivante, bien sûr, ou morte. Et un système complet est une force de vie et une source d'harmonie. Mais lorsqu'il est impossible à une famille bouleversée de métaboliser une douleur, refoulant des émotions ingérables comme la colère, la rage, la haine, le chagrin, la honte, la peur sur le vécu, eh bien le cycle reste ouvert et persiste au-delà du temps chronologique. Par contre, le temps psychologique, celui des personnes choquées, sidérées, s'arrête, se fige dans la mort, la douleur et la peur. Alors, bien sûr, quelqu'un va essayer de réparer cette histoire, de sauver son clan en représentant la personne manquante, ses symptômes, ses émotions non exprimées. Ce quelqu'un est souvent un enfant qui tente de combler cette béance de façon inconsciente et aveugle. Il est difficile de résister à une telle attraction ou une telle pression, ignorant que cela va ajouter du chaos au chaos déjà existant dans l'arbre. Entrer dans une dynamique pour sauver un parent, un frère, une sœur, un grand-parent peut donner bonne conscience. Et cela assure le droit d'appartenance. Mais oui, appartenir à un clan est fondamentalement une question de survie et l'enfant n'a pas le choix. Alors, la constellation est une approche très efficace pour révéler ces liens toxiques que nous appelons intrication en constellation, où ils deviennent réels, visibles, concrets, grâce à la représentation de l'image invisible que nous portons. Nous sommes totalement inconscients de ces structures et il est difficile de les saisir dans un travail classique de psychothérapie. Nous sommes totalement inconscients de ces structures et il est difficile de les saisir dans un travail classique de psychothérapie. La psychogénéalogie, avec son étude méthodologique de l'arbre généalogique, permet également d'identifier de tels mouvements.
quelle n'est pas la surprise, la stupéfaction d'une personne qui vient de placer sa constellation, de constater qu'elle est aspirée par un ancêtre mort ou une petite sœur décédée, c'est plus fort qu'elle, que sa propre volonté. Elle est emportée par le mouvement. Elle peut être abasourdie, bouleversée, et elle voit son représentant se coucher parmi les morts de la guerre 14-18, ou être fascinée par un grand-père décédé accidentellement, laissant sa toute jeune femme enceinte dans un profond désarroi, ou encore se coller à une sœur jumelle morte in utero, ou encore être happé par un enfant qui a dû être sacrifié pour que la mère reste en vie. On peut être attiré par une victime et son bourreau, observable d'ailleurs dans des cas de schizophrénie, où l'assassin a la particularité de faire partie du système de la victime. Ainsi, beaucoup de personnes veulent aller rejoindre les leurs au royaume des morts alors que ce n'est pas le moment pour elles. Leur propre destin reste à accomplir. Or, les morts ne souhaitent nullement que les vivants les rejoignent. Ils sont beaucoup plus heureux que ceux-ci, s'épanouissent en réalisant leurs propres aspirations. Mais ces morts sont souvent tellement vivants dans leur esprit que la limite entre le monde des vivants et des morts est floue. Cette structure s'impose facilement sous la pression d'un système déséquilibré par l'exclusion. Le petit enfant, dans sa pensée magique et naïve, croit qu'en retrouvant son père mort ou son petit frère mort-né, ce sera une réunion de famille, des retrouvailles familiales. Il peut même croire qu'il a le pouvoir de faire revenir papa ou le petit frère et que tout sera comme avant. Il croit que se sacrifier pour son système va soulager ses ancêtres, les oubliés, les disparus. En fait, il n'a pas conscience que les morts n'appartiennent plus au même monde de réalité que lui. Il ne sait pas que les morts disparaissent à tout jamais de cette vie et qu'ils existent peut-être sous une autre forme, dans un autre état vibratoire. En tout cas, la constellation nous le laisse à penser. Il y a certaines personnes qui ont du mal à quitter le monde des vivants. Certaines s'accrochent à l'existence peut-être parce que quelque chose n'a pas été accompli, n'a pas été dit ou pardonné. D'autres ont été foudroyées dans un accident, à la guerre alors qu'elles étaient jeunes et n'ont pas vraiment réalisé qu'elles avaient quitté leur corps, leur famille. Alors la perte de l'existence a été trop brutale, le changement d'état trop brusque. Il sera alors important de leur signifier qu'ils sont décédés, qu'ils n'appartiennent plus à notre monde et que nous avons encore un temps à vivre avant de les rejoindre, leur venue. Cela libère morts et vivants. Il y a aussi ces enfants, des adultes aussi, qui vivent un déni total de la mort d'un parent, tellement c'est insupportable et terrifiant pour eux. Alors, ils maintiennent en vie le parent ou le conjoint par des rituels, des photos, des anniversaires, des communications, l'empêchant de se retirer vraiment. C'est comme s'ils refusaient qu'il soit décédé. Et oui, le compagnon ou la compagne ne sera plus jamais là, ce qui les amènerait à ressentir la douleur de la perte, le chagrin, la colère. Ils ne réalisent pas, le plus souvent, qu'ils se piègent dans la mort. À lutter contre la mort, ils ne vivent pas et deviennent parfois des morts vivants. Pour être libérés de l'emprise de ces fantômes, eh bien, nous devons vivre pleinement, consciemment la douleur, la colère, le chagrin, la révolte, la peur. Tout cela doit être vécu et exprimé. Quand un descendant vit ce qui a été refoulé,
cachés par ses ancêtres. Les morts se sentent respectés dans leur destin. Ils sont reconnus dans leur souffrance, ils sont honorés. Aussi peuvent-ils reprendre leur place et leur dignité dans le cercle familial, dans la conscience des vivants. Ce qui a pour effet de relancer l'énergie dans l'arbre familial de la même manière que la sève est relancée dans les branches d'un arbre, bien entendu, une fois que la cautérisation est faite, par exemple, après avoir coupé une branche. Voilà. Le descendant peut enfin se désidentifier de ce qui ne lui appartenait pas. Cela se passe grâce à une communication subtile d'esprit à esprit. Le système retrouve sa complétude et devient une force bienveillante porteuse de vie. Aussi ces morts reposent-ils en paix dans notre esprit personnel et dans le vaste monde de l'esprit collectif, celui de l'humanité. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certaines répétitions, par exemple, de certaines obsessions, de certains comportements qui soient suicidaires, des angoisses, une anxiété persistante, latente, et qui peut malheureusement se généraliser, ça peut être de mener une existence sans horizon, sans épanouissement, sans projet, et ce malgré un cheminement thérapeutique sérieux, vous pouvez soupçonner d'être sous le joug d'un fantôme familial, d'un ancêtre absent, exclu, non respecté, qui n'est pas en paix, bien entendu, et dont l'histoire a pu être tenue secrète. Alors, c'est un chemin de longue haleine, parfois, car se distinguer de telles intrications ravivent la mauvaise conscience. Certains ont du mal à abandonner leur mort à leur destin puisqu'ils se sentent coupables. Et puis, bien sûr, tout un pan de leur histoire a été construite sur cette identification qui donne sens et oriente la destinée. Cette construction mentale est tellement bien bouclée, protégée, qu'elle en est devenue invisible. Alors bien sûr, ce qui est chouette, c'est que ce n'est pas une fatalité. Avec de la persévérance, des aptitudes à faire face à ce qui est, eh bien, vous pouvez mettre fin à ces cycles commencés parfois il y a longtemps et retrouver la paix. La constellation familiale est un outil incroyable pour mettre à jour ce monde invisible et dissoudre ces mémoires inconscientes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous donner une piste. J'essaierai de vous en confier d'autres qui peuvent nous mettre sur le chemin. Par exemple, le métier qu'on exerce, qui n'est jamais un hasard, les symptômes qui se répètent dans le clan, toutes ces problématiques qui ont l'air de se répéter, bien entendu, et qu'on peut libérer puisqu'elles s'avèrent souvent être des loyautés parfaitement invisibles, inconscientes, mais qui sont très très actives dans notre vie ici et génèrent des blocages tels qu'ils nous empêchent de vivre notre vie, de nous épanouir, etc. Donc ça peut toucher aussi également la relation, avoir une incapacité à rencontrer mon partenaire de vie par exemple, ou être dans un célibat qui perdure jusqu'à se rendre compte à une soixantaine d'années en fait qu'on n'a jamais pu faire couple, on n'a pas pu avoir d'enfants, etc. Vous voyez, donc c'est une magnifique opportunité que de, déjà dans un premier temps, comme je le propose, établir une enquête transgénérationnelle, puis faire le lien, ce qui me permet de faire le lien avec l'engramme de mémoire émotionnelle qui circule. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute si vous êtes toujours là, et je vous dis à tout bientôt avec tout mon amour, toujours.